Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Quelles sont vos bonnes résolutions ? L'une de celles que l'on entend le plus souvent quand on pose cette question, surtout après des fêtes copieuses, c'est faut que je me mette au sport, je vais reprendre le sport là, vraiment c'est important, ou faut que je prenne le temps pour aller courir, faire du yoga, etc. Bon, normal, on sait tous que le sport, c'est bon pour notre santé physique, bien sûr, ça prévient les maladies, je vais pas vous faire ici un cours sur la prévention par le sport, mais le sport et l'activité physique, c'est également excellent pour notre santé mentale. Ça nous aide à passer les moments difficiles de notre vie personnelle, professionnelle. Alors qui mieux que les sportifs, les grands sportifs, les événements sportifs pour nous inspirer cette envie de bouger ? On sait d'ailleurs que les inscriptions dans les clubs augmentent énormément après une grande compétition retransmise à la télévision. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, dans VCast, on avait envie de vous parler de sport et de télé. Et s'il est bien un expert pour aborder ces questions, c'est bien Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télévisions. Bonjour Laurent-Éric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle à France Télévisions ? France Télévisions, je suis directeur des sports. Donc directeur des sports, ça veut dire que j'ai la charge de la diffusion des événements sportifs sur l'ensemble des antennes de France Télévisions. Ça va de l'acquisition des droits jusqu'à leur production et leur mise à l'antenne en assurant les commentaires. On a aussi toute une partie qui est sous ma responsabilité du site France TV Sport, qui est un site dédié à l'information sportive, qui est disponible sur le grand site d'information générale du service public qui est France Info. Pourquoi est-ce que le sport, finalement, c'est dans l'ADN historique de France Télé ? On a toujours vu du sport sur les antennes de France Télévisions. Et qu'est-ce qui motive le fait que ça perdure avec les années ? Et d'ailleurs, malgré la diversité des compétitions et de toutes les occasions qu'on a de voir du sport, notamment sur Internet d'ailleurs. En fait, l'histoire du sport et de France Télévisions, elle est à remettre dans le contexte de l'histoire du sport et la télévision. Puisque, à l'époque, les premières télévisions, en tout cas en Europe, étaient des télévisions publiques. Les télévisions privées sont arrivées après. Et très vite, la télévision a diffusé le sport et a contribué à accroître son rayonnement de manière totalement exponentielle. Et à l'origine, les chaînes des services publics de l'ensemble des pays européens diffusaient les grandes compétitions sportives. On parlait de la Coupe du monde de football, on parlait des Jeux olympiques, on parlait des Euros, des matchs des équipes nationales, des grands tournois de tennis. Et donc, comme on a diffusé à France Télévisions du sport dès le départ, ça s'est inscrit dans notre ADN et ça a continué. Après, la télévision s'est énormément développée. Il y a les télévisions commerciales avec de la publicité qui sont arrivées en France. C'était pendant les années 80. Il y a les télévisions payantes qui sont arrivées, qui se sont multipliées avec les télévisions numériques, les bouquets satellites. Et puis maintenant, vous avez tous les acteurs digitaux. Je vous fais en quelques secondes l'histoire de la télévision, mais ça a permis globalement, tous ces acteurs se sont emparés du sport et ont permis un élargissement de l'offre sportive pour les fans de sport, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de sport à la télévision. Mais vous avez des grands événements traditionnels qui continuent à être diffusés par ce que nous, on appelle dans notre jargon les grandes chaînes historiques. Dans les grandes chaînes historiques, il y a les deux du service public, France 2 et France 3, puis vous avez en France TF1 et M6. C'est globalement les chaînes qui sont vues par le plus grand nombre et qui sont, quand elles diffusent un événement sportif, capables de pouvoir toucher le plus grand nombre de Français. On l'a vu très récemment encore avec nos collègues de TF1 sur la Coupe du monde de football. On l'a vu avec le tournoi Destination il y a bientôt 1 an, puisque France Télévisions a fait son record d'audience avec le match France-Angleterre, la finale du tournoi Destination l'année dernière. On avait fait plus de 9 millions de téléspectateurs. On le voit avec le Tour de France, on le voit avec de multiples événements sportifs. Et ces événements sportifs, ils continuent à être diffusés par des chaînes comme France Télévisions, parce que il est important qu'ils puissent être vus et
reçue par le plus grand nombre. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a et on va pouvoir les détailler. Il y a des facteurs purement sociaux. La gratuité du sport pour l'ensemble des concitoyens est quelque chose qui est très important. Le modèle économique des événements sportifs, qui ne sont pas financés que par des droits télévisuels, mais qui sont financés également par de la publicité, suppose également que ça soit vu par le plus grand nombre. Les fédérations exigent elles-mêmes, on parlait du CIO ou de la FIFA, pour le CIO, dans tous les contrats de vente de droits, il y a minimum 200 heures de Jeux Olympiques d'été qui doivent être diffusés sur des chaînes gratuites ouvertes à plus de 90% de la population. La FIFA, il demande à ce qu'il y ait, je crois, un match par jour. Donc ça fait un total de 25 matchs. Donc dans l'ADN de France Télévisions, le sport est présent, mais dans l'ADN du sport également, la télévision gratuite est présente. Ouais, on peut parler quand même un peu de mission de service public d'une certaine manière, en tout cas pour ce qui concerne les antennes de France Télévisions, quoi. On a l'impression dans ce que tu dis, c'est-à-dire donner de la visibilité au plus grand nombre des compétitions sportives, etc. Il y a quand même un petit peu de ça. Il y a cette notion de service public, je trouve, non ? Alors oui, et le service public, il s'exprime d'une manière très intéressante pour nous, parce que bien évidemment, on diffuse des grandes compétitions sportives, donc j'ai envie de dire c'est facile de parler de service public quand on diffuse le Tour de France ou les Jeux Olympiques. Mais la force de France Télévisions, c'est qu'on diffuse une énorme variété de sports, une énorme variété de disciplines. Plus de 30 ou 40 sports qu'on diffuse en direct tout au long de l'année à travers des compétitions qui naturellement ne se retrouveraient pas forcément sur des chaînes gratuites. J'ai souvent tendance à dire que nous, notre rôle aussi, il est de créer des événements ou d'aider des événements à se créer. Pour prendre un exemple très récent, l'année dernière, il y a 3 événements sportifs qu'on commence à créer avec les organisateurs. Il existe depuis un certain temps, mais le tournoi Destination féminin. Le tournoi Destination féminin, on diffuse depuis très longtemps les matchs de l'équipe de France, mais sur France 4. Et l'année dernière, on a pris la décision de leur donner une plus grande exposition et de les positionner sur France 2, et même un qu'on a mis, c'était France Pays de Galles, sur France 3 en prime time un vendredi soir. Qu'est-ce qu'on fait à travers ça ? On leur offre une vitrine beaucoup plus large, de manière à ce que le maximum de personnes puissent avoir l'opportunité de les regarder, et que petit à petit, on crée un événement de plus en plus puissant. On l'a fait une deuxième fois, au mois de juillet, avec le Tour de France féminin, qui renaît juste après le Tour de France masculin et qui a connu un colossal succès. On a comptabilisé plus de 20 millions de téléspectateurs et chaque étape faisait entre 1,5 et 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Et au moment où c'était diffusé sur France 3, c'était leader, c'est-à-dire c'était le programme le plus regardé à cette heure-là à la télévision française. On pense que avec ça, on commence à créer un événement sportif qui va avoir de la valeur. On l'a fait pour être assez complet, on l'a fait aussi avec c'est la 2e édition, mais ce qu'on appelait les Jeux européens. C'était au mois d'août. Vous aviez tout un tas de compétitions qui étaient organisées à Munich, plus des championnats d'Europe de natation à Rome, mais il y a plusieurs disciplines qui se sont mis ensemble pour créer des championnats européens, pour disputer leurs championnats européens ensemble, avec en fer de lance l'athlétisme. Mais le fait de se mettre tous ensemble, ça crée des mini-JO. Et ce qui fait que les gens se sont habitués à voir du sport toute la journée, de 10h le matin jusqu'à 11h le soir, et ont vu avec plaisir des disciplines qu'ils n'auraient pas forcément regardées. Je pense par exemple au triathlon. Les championnats d'Europe de triathlon étaient massivement suivis parce que intégrés au sein de ces événements. Et donc cet exemple de championnat européen pourra peut-être dans le futur être reconduit. Et je crois que les télévisions, en les événementialisant, créent ou participent à la création de ces événements. Et si on se replace 40 ou 50 ans en arrière, qui est un âge ou qui est une période qu'on n'a pas connue, nous, qu'on était trop petits,
En fait, quand les chaînes de télévision ont commencé à diffuser les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football, qui étaient beaucoup plus modestes à l'époque, c'est la même démarche qu'ils ont fait. Et en commençant à rendre ces événements accessibles à tous, ils en ont fait des événements colossaux. Et moi, du côté de la télévision, je dis que ces grands événements sportifs, c'est les enfants de la télé. Ouais, vachement intéressant. T'as un peu fait le sommaire aussi des différents points qu'on va aborder ensemble dans ce podcast. Moi, on aime bien parler de valeurs, évidemment, dans ce podcast, et je trouve que s'il y a bien des programmes à la télé qui sont porteurs de valeurs, c'est bien les programmes qui sont les programmes sportifs. Est-ce que finalement les valeurs qu'on associe au sport vont déteindre sur l'image que l'on associe à France Télé? Est-ce que tu as des études? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus sur la manière dont finalement, grâce au sport, les téléspectateurs et téléspectatrices attribuent des valeurs à France Télévisions, aux chaînes de France Télévisions? Oui, bien sûr. Les valeurs du sport qui sont très très fortes, qui sont très importantes, qui sont pas négociables pour le grand public. On les connaît, hein. C'est des valeurs de travail, de dépassement de soi, de performance, de compétition, mais de fraternité, mais de solidarité, mais de respect. Respect de l'adversaire, respect des règles, les valeurs d'émotion, de partage, de rassemblement, parce que on se rassemble aussi tous pour voir des événements sportifs. Avant de répondre directement à ta question, moi je suis toujours fasciné de voir comment pendant des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde de foot ou n'importe quel autre événement sportif, on ressent des émotions qui sont très fortes, qui sont extrêmement vivantes parce qu'elles sont réelles. Contrairement à l'émotion que procure une fiction qui existe aussi, mais l'émotion sportive, elle est réelle, elle est dans l'instant, et chaque être humain est le même par rapport à cette émotion. Que vous soyez riche, que vous soyez modeste, que vous soyez cadre supérieur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez enfant, que vous soyez grand-parent, que vous soyez homme, que vous soyez femme, on est identique face à cette émotion. C'est pour ça qu'on est capable de la partager et que quelque part, quand elle est positive, parce que parfois quand on perd, on est triste, on est capable de rire ensemble, on est capable de s'émerveiller ensemble, on se serre dans les bras ensemble, même si on ne se connaît pas, ou quand on perd, on pleure ensemble. Oui, d'ailleurs, avant qu'on revienne sur les valeurs, on a tous, c'est les souvenirs, les grands souvenirs qu'on a autour du sport, hormis ceux quand on est sportif qu'on peut avoir de sa vie personnelle, mais sinon, on a tous en mémoire des grands événements comme ça sportifs qui nous restent. Moi, je me souviens du Fignon-Lemon, alors j'étais vraiment petit, sur les Champs-Élysées, le contre-la-montre, on chronométrait, moi je me souviens, on chronométrait nous-mêmes les temps de passage et tout, c'est incroyable. Et là, récemment, et pour les nouvelles générations, évidemment, la finale, même si c'était pas sur France Télé, mais en tout cas, la finale de la Coupe du Monde de foot qui a enthousiasmé malgré la défaite. Je crois qu'il n'y a pas une personne que je connaisse qui n'ait pas dit mais quel match de fou, quoi. Et ça, on sait que ça va rester gravé dans nos mémoires, c'est sûr. Et on saura tous où on était ce jour-là, dans quelles conditions on l'a vu, comme ceux qui ont connu 98 s'en rappellent, ou ceux qui ont connu 2018. Ça fait partie des valeurs. Il y a d'autres événements qui marquent. Alors les plus anciens, c'est l'homme sur la lune. Les quadras, on va dire, c'est le 11 septembre, mais il y a des événements comme ça, mais le sport en fait partie. Mais c'est vrai qu'une chaîne de télévision forcément en bénéficie parce que c'est le médiateur. C'est celui qui est là pour la faire partager. Donc on est obligé d'épouser ces valeurs, on est obligé de les exprimer, bien entendu de les respecter et surtout de les transmettre. Et donc ça, quelque part, on se les attribue. Et quand elles sont négatives, on se les attribue aussi, parce que parfois on se fait engueuler. Ah, mais comment vous avez pu diffuser ça? C'est pas bien, tout ça. Donc, bien entendu, on est très solidaire sur ces valeurs. Et ces événements sportifs pour des chaînes comme les nôtres, elles sont également intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi de faire venir du public qui vient pas forcément nous voir. Le sport a cette particularité, surtout dans un monde aujourd'hui qui est très concurrentiel en matière d'attention, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, que certains types de populations regardent moins la télévision, la regardent différemment, mais le sport
ils viennent le voir parce qu'ils le consomment en direct. On a, quand on diffuse, là on va diffuser dans quelques jours le tournoi Destination du rugby, on sait que on a tout un public qui va venir spécifiquement sur nos chaînes pour voir cet événement-là. Et donc c'est une manière aussi de se réapproprier une partie de ce public et de lui montrer aussi qu'on fait d'autres choses qui peuvent les intéresser. Donc c'est pour ça aussi que les chaînes de télévision comme les nôtres sont très friandes de ce genre d'événement. Bah, tu fais la transition. Je voulais qu'on parle des audiences justement et des audiences du sport à la télé de façon un peu plus générale. Est-ce qu'elles sont en augmentation? Est-ce que on observe, voilà, sur le temps long une diminution? Est-ce que ça suit ou pas la baisse de la consommation de télé? Tu parlais effectivement de la bataille de l'attention aujourd'hui qui est très forte entre les différents médias et notamment pour les jeunes, auprès des jeunes. Comment est-ce que les chaînes du groupe France Télévisions s'adaptent à ça? Et évidemment, le contre-exemple, c'est les très grandes compétitions qui attirent d'un coup beaucoup de monde. Donc voilà, il y a un côté loupe déformante peut-être, parce que quand on voit les audiences qu'on fait la Coupe du Monde, évidemment, c'est phénoménal. Mais voilà, est-ce que c'est valable pour tout? Est-ce que globalement, tu parlais des Jeux européens avec des nouvelles compétitions qui étaient mises à l'antenne? Voilà, comment tu vois ça et comment on observe ça sur la longue traîne, on va dire? Alors c'est une question assez intéressante parce que c'est vrai que hormis la période Covid, la télévision est un peu moins consommée, même si elle est encore énormément consommée. Bien sûr, médias de masse, n'oublions pas. Voilà, c'est là où il faut toujours être très prudent dans les analyses et notamment dans la prospective. C'est vrai que ça baisse un peu, notamment chez le public jeune. Je trahis aucun secret, mais globalement, ça reste très élevé. Sur le sport, quand il est très événementialisé, il est capable, l'événement sportif, de faire plus d'audience qu'avant. Pourquoi? Parce que je pense que, justement, comme il y a plein de médias aujourd'hui, ou de plus en plus de médias digitaux, ou de conversations qui existent, quand il y a un événement, tout le monde en parle. Et donc, comme tout le monde en parle, tout le monde veut en être. Donc, quelque part, il y a une autopromotion qui se fait naturellement sur ces grands événements qui fait que, ponctuellement, vous êtes capable de réunir plus de public. La Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France a battu des records. Nous, quand on fait 9 millions de téléspectateurs sur France-Angleterre pendant le tournoi Destination l'année dernière, je crois que c'est le record d'audience historique du tournoi. Quand on fait 41,5 millions de téléspectateurs, il y a plusieurs manières. Alors, c'est très important d'expliquer qu'il y a plusieurs manières de comptabiliser l'audience. Il y a, quand on vous dit 9 millions de téléspectateurs sur les 6 nations, ou qu'on vous dit 24 millions de téléspectateurs sur la finale France-Argentine, c'est ce qu'on appelle une audience moyenne. C'est mesuré par un organisme externe qui s'appelle Médiamétrie, qui fait des sondages qui sont très fiables et qui vous donne une audience assez précise mais moyenne. C'est-à-dire qu'on dit en moyenne, il y a eu 9 millions de personnes qui ont regardé le match France-Angleterre. Après, si je vous dis que le Tour de France a réuni 41,5 millions de téléspectateurs l'année dernière, là, je vous parle d'un reach. C'est-à-dire que c'est le nombre de Français différents qui ont regardé à un moment donné le Tour de France. Donc ça, c'est une audience de reach. Alors, c'est des personnes différentes. Après, j'essaie d'expliquer ça dans le détail parce que le digital arrive avec cette notion de vidéo vue. Vidéo vue, c'est dans notre jargon ce qui pourrait être une audience cumulée, où on cumule le nombre de visionnages. Bon, donc là, nous on n'a pas l'habitude de calculer en vidéo vue, mais je suis sûr que ça ferait des chiffres qui seraient encore beaucoup plus élevés. Donc nous on raisonne, en tout cas en télévision, en audience moyenne et en reach. En audience moyenne, parce que c'est important de voir l'impact, la puissance d'un événement à un instant T, et puis en reach, parce que c'est important de savoir combien de Français différents on a touché. On est conscient à un moment donné que, notamment sur des événements comme le Tour de France qui peuvent avoir lieu en semaine, il y a des Français qui, l'après-midi en semaine, travaillent.
Donc c'est légitime et normal qu'ils puissent pas forcément regarder le Tour de France. Par contre, le week-end, on peut les toucher. Et nous, un de nos rôles à France Télévisions, c'est d'essayer de toucher tous les publics. Et à un moment donné, on les touche à certaines périodes de la journée ou à certains jours de la semaine. Et c'est pour ça que cette notion de reach est très importante à France Télévisions, et on l'utilise quelque part pour l'ensemble des programmes. Notre rôle est aussi de pouvoir proposer des programmes qui intéressent chacun des Français. Et dans le sport, notre rôle à France Télévisions aussi est de proposer des programmes sportifs qui intéressent chacun des Français. Et pour ça, on développe de plus en plus d'outils pour pouvoir essayer à la fois de les toucher et d'aider leur sport à se faire connaître. Et là, je te reprends et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur le triathlon. Le triathlon qui est un sport émergent, qui est un sport difficile, qui est un sport mais aussi très tendance, parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Je crois que c'est important pour nous, pour la discipline, d'essayer de le programmer à 1 heure de grande écoute. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les Jeux européens. C'est extrêmement clair, et j'aime bien cette distinction entre toucher les publics, tous les publics, et chacun des Français. Enfin, j'aime bien cette idée, et je trouve que ce que tu nous dis sur les chiffres, c'est également très intéressant. Vouloir se rapprocher des chiffres qui sont utilisés sur le digital, et notamment pour comme tu dis, les vidéos vues. Je trouve que voilà, on va clairement vers ça, et c'est pour montrer la puissance de la télé et qu'elle est toujours là, évidemment. Il y a une question qui peut intéresser nos auditeurs, parce qu'on aime bien connaître les coulisses toujours. J'aimerais bien que tu nous racontes comment ça se passe, les négos, ou en tout cas comment ça se passe tout ce travail que vous faites autour des droits de diffusion des différents sports et des différentes compétitions. Pourquoi d'une année à l'autre ça peut changer. On entend beaucoup, parce que c'est le foot, mais on entend beaucoup parler au moment de la renégociation des droits du foot. On parle souvent, et vous communiquez quand vous obtenez tel et tel droit. Et question subsidiaire complètement d'actualité, puisque on vient d'apprendre que TF1 avait cédé une partie de ses droits de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui aura lieu en France à France Télé et M6. Voilà, incidemment, peut-être prendre même cet exemple. Pourquoi ils ont fait ça, pourquoi vous êtes positionné là-dessus. Voilà, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu. Le cadre général, parce qu'il y a quand même un cadre général, même s'il peut y avoir des cas particuliers, mais c'est que il y a ce qu'on appelle des appels d'offres. C'est-à-dire que la fédération sportive, à l'issue de ce contrat, ou un peu avant de son contrat, met sur le marché son événement sportif et demande à des diffuseurs s'ils sont intéressés pour retransmettre cet événement sportif, et si oui, ils doivent expliquer comment ils vont le retransmettre et évidemment quel prix ils sont prêts à payer pour le retransmettre. Il y a les deux choses. Comment ils vont le retransmettre, c'est-à-dire c'est des engagements sur un nombre d'heures en direct qu'une chaîne de télévision se propose de faire, c'est éventuellement des projections d'audience, c'est éventuellement des engagements sur la promotion de l'événement, c'est des engagements éditoriaux sur la manière dont on va couvrir l'événement. C'est très important pour eux parce que eux, ils ont besoin que cet événement soit bien diffusé. C'est très important pour eux de savoir que éditorialement, leur événement va être bien traité. Et pour certains événements, les organisateurs nous demandent de produire les images. C'est l'exemple du Tour de France. Et donc, c'est très important pour eux, bien évidemment, que leur événement soit bien produit, bien filmé. Donc, il y a ce qu'on appelle un aspect qualitatif qui est très important. Après, vous avez un aspect financier. Évidemment, parce que l'organisateur d'événements sportifs, il espère voir progresser ses recettes. Et à la fin, il fait un choix qui est en fonction de l'événement sportif, on va dire un juste milieu. Donc, nous, on est face à un appel d'offres qui est extrêmement encadré, qui est défini par ce qu'on appelle un cahier des charges qu'on reçoit. On a généralement 4 semaines ou 1 mois pour répondre. Et puis après, en fonction de ce qu'ont remis les candidats, il y a des discussions
qui s'opère avec tel ou tel autre des diffuseurs, avec éventuellement un second tour, c'est-à-dire qu'on demande d'améliorer nos propositions, éventuellement des négociations de gré à gré. Là, ça devient un petit peu plus spécifique. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe. Donc c'est à la fois très encadré et très, entre guillemets, transparent, parce que chacun fait son offre, donc chacun a sa chance de pouvoir diffuser l'événement. Et d'un autre côté, l'avantage qu'a France Télévisions, c'est que nous, quand on explique à un organisateur d'événements sportifs la manière dont on va diffuser son événement, quelque part, il sait que ce qu'on raconte est vrai, parce qu'on a ce qu'on appelle un track record. Bon, quand il sait que quand on lui dit on va lui donner tant d'argent, il a confiance. Il sait que c'est une chaîne de service public, qu'elle va pas tomber en faillite du jour au lendemain. Alors, tu me vois peut-être venir parce que les arbres montent pas toujours jusqu'au ciel et que parfois certaines fédérations ou ligues, quand elles ne font qu'un choix basé uniquement sur l'argent, elles peuvent être amenées à signer des contrats avec des partenaires qui sont pas capables d'assumer leur engagement jusqu'au bout. Et elles peuvent se retrouver en difficulté. Et c'est le cas, c'est ce qui est arrivé à la Ligue française de football, qui s'est retrouvée avec un partenaire qui a jeté l'éponge au bout d'un moment et qui, en catastrophe, a été obligé de re-signer avec un autre partenaire, mais pour un prix beaucoup plus bas. Et ça met potentiellement une ligue, des clubs de foot en grande difficulté, sachant qu'en plus il y a le Covid qui est arrivé, etc., etc. Donc c'est pour ça que ces choix sont pas simples et que il est aussi de la responsabilité des fédérations sportives de faire les bons choix. Moi, à leur place, je respecte toujours, et c'est tout à fait légitime, que quelqu'un cherche à avoir plus d'argent. On va pas reprocher à quelqu'un de vouloir avoir plus d'argent. Par contre, nous, on dit attention de continuer à choisir des chaînes qui soient capables de bien exposer votre sport. Parce que quand vous allez sur des chaînes payantes, qui, généralement, offrent ces événements sportifs à des abonnés spécifiques, là, vous vous concentrez sur votre communauté, c'est-à-dire des gens qui aiment tellement votre sport, qui sont prêts à payer pour. Mais, quelque part, vous recrutez pas de nouveaux. Ou alors, c'est plus difficile d'aller recruter de nouveaux adeptes, ou de nouveaux pratiquants. Parce que quelqu'un qui est a priori pas forcément attiré par votre sport, il va pas tout de suite payer pour pouvoir s'abonner. Bon. Et c'est là où les grandes chaînes gratuites jouent leur rôle. C'est que nous, quand on nous confie un événement sportif ou une discipline sportive, on va le montrer à tellement de monde qu'une partie de ce monde va venir le voir parce que allumer sa télévision sur France 2 ou sur France 3, c'est facile, c'est dans les habitudes, c'est un lieu de passage et qu'on s'y arrête quelque temps. Et quand on s'y arrête quelque temps, quelque part, on prend le risque de tomber amoureux du sport, de tomber amoureux de la discipline. Et ça marche notamment pour tous les enfants, pour tous les gamins. Moi, j'ai l'habitude de dire, pour prendre un exemple du tennis, c'est que les Français regardent plus le tennis à la télévision. Ils regardent Roland-Garros. Et Roland-Garros, c'est une plateforme, c'est une vitrine extraordinaire pour pousser tout un tas de gamins à jouer au tennis, parce que c'est vrai qu'après la quinzaine de Roland-Garros, on a tous envie de jouer au tennis. C'est au printemps, en plus il fait beau, et donc on voit toujours que ça a un effet. Et c'est là où les grandes chaînes comme les nôtres, elles ont un rôle très important à jouer dans la société pour la promotion de ces sports. Et les organisateurs d'événements sportifs sont souvent des fédérations, donc ils ont le volet professionnel, mais ils ont également le volet amateur. Et le volet amateur, c'est quoi ? C'est tous les jeunes, ou les moins jeunes, qui vont aller pratiquer le sport tout au long de l'année, qui vont se traduire par des licences, qui vont se traduire par le développement d'un écosystème plus ou moins puissant. Et là, je pense que nous, on représente un outil de marketing ultra puissant pour ces sports. Et c'est notre avantage, et c'est pour ça que je crois, malgré nos moyens qui sont
un peu plus limité. Le budget du service public s'est inscrit en baisse ces dernières années. Le marché publicitaire de la télévision n'est pas un marché qui progresse toujours, ce qui fait que même mes confrères des télévisions privées n'ont pas forcément des budgets en hausse, mais on continue à avoir accès à ces droits et à ces grandes compétitions parce que les organisateurs d'événements sportifs font attention à ce que leur événement continue d'être visible. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a tout de suite maintenant la monnaie sonnante et trébuchante et éventuellement même des bonnes productions, hein, parce que évidemment d'autres peuvent produire correctement, mais il y a aussi le demain en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est tout ce que ça va apporter à la discipline, à la manière de s'inscrire dans la durée, mais aussi penser aux téléspectateurs, aux jeunes. Et ce que tu dis sur Roland Garros, évidemment, on a tous été jouer au tennis quand on était môme après avoir regardé un super match, donc effectivement. Du coup, 2 questions. Donc, cette petite question sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi TF1 cède ses droits d'un coup alors qu'ils avaient acquis les droits de diffusion de la Coupe du Monde de rugby. Et aussi, pourquoi ça peut arriver aux chaînes de se désengager d'un sport où, je pense au handball par exemple, qui a été beaucoup diffusé, et je crois pas qu'il soit encore diffusé sur France Télé, ou je me trompe peut-être, mais en tout cas voilà, il y a parfois des changements où on se dit en tant que téléspectateur, mais pourquoi ils arrêtent ça, c'était super, hyper bien couvert et tout. Est-ce que c'est juste que l'appel d'offres s'est perdu par la chaîne, sans forcément parler que de France Télé, ou bien tout simplement qu'il y a une politique éditoriale entre guillemets qui fait que voilà, on met une attention sur d'autres sports? Alors, Coupe du Monde de rugby, il y a énormément de matchs pendant la Coupe du Monde de rugby. Et TF1 en fait a fait ce qu'ils avaient déjà fait en 2011. À l'époque, j'étais à TF1, donc j'étais de l'autre côté, j'avais vendu à France Télévisions des matchs. Donc là, ils ont refait la même chose. Et donc, ils avaient beaucoup de matchs. Certains matchs n'étaient pas forcément simples pour eux de les exposer sur leur chaîne principale TF1. Donc, ils ont essayé de trouver un partenaire et il s'est trouvé que... Alors nous, France 2, n'avait pas les moyens de tout acheter parce qu'on a aussi des budgets limités. Donc, M6 était aussi intéressé. Donc, ensemble, on a acheté ce qui est très bien en fait pour la compétition parce qu'il faut pas oublier qu'elle a lieu en France et que donc tous les matchs vont être diffusés gratuitement. Et je pense que pour le rugby, pour le monde du rugby, pour les fans de rugby, c'est quelque chose de très très bien. Donc nous, on est heureux France Télévisions parce qu'on se veut la chaîne du rugby. On fait les équipes de France, le tournoi à destination, les compétitions européennes, la finale du top 14. Et c'est vrai qu'avoir un pied dans la Coupe du Monde de rugby, à travers notamment un match de l'équipe de France, plus d'autres belles affiches, dont un quart de finale, c'est un plus qu'on apporte à nos téléspectateurs. On en est ravis. Donc oui, il y a des achats qui peuvent se faire après les appels d'offres. Après, il peut y avoir des désengagements. Alors pourquoi il peut y avoir des désengagements? Parce que à un moment donné, il y a des compétitions qu'on juge moins intéressantes. Il y en a une qui touche le football d'ailleurs, comme quoi ça arrive pas qu'au petit sport, mais par exemple la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, nous on a expliqué à la Ligue de football qu'elle nous intéressait plus parce qu'elle arrivait plus à séduire des audiences, que je pense les téléspectateurs se rendaient compte qu'elle n'intéressait pas forcément les clubs, que les clubs la jouaient pas forcément et que l'un dans l'autre cette compétition avait plus de raison d'être. Et comme quelque part on était toutes les chaînes de télévision à penser ça, la Ligue l'a arrêté. Donc le message que je veux dire à travers ça, c'est que l'événement sportif en lui-même, il n'est pas éternel. L'événement sportif, il doit aussi être capable d'évoluer pour pouvoir continuer à séduire son public. Il y a un deuxième exemple qui est la Formule 1. La Formule 1 a pendant quelque temps, a fait un choix aussi assez important parce qu'il est passé du clair au privé, au payant, et s'est retrouvé avec un vrai problème de marketing qu'ils ont résolu de manière extrêmement brillante grâce à un documentaire qui a été remarquablement produit par Netflix et qui a été visible dans le monde entier et qui a redonné une popularité à la Formule 1. Et je dis ça pour illustrer mon propos, qui est de dire que chaque événement sportif, aussi grand soit-il, doit faire très attention à pouvoir continuer à être vu et apprécié par l'ensemble des téléspectateurs, surtout les plus jeunes. C'est une génération qui est fascinante.
c'est une génération qui est née dans un univers de multi-choix, et c'est une génération qui est très exigeante. Et si l'émotion n'est pas au rendez-vous, il passe à autre chose. Et c'est pour ça que chaque sport, chaque événement sportif doit se préoccuper de pouvoir s'assurer que son sport et le déroulement de son sport soient toujours aussi intéressants pour les téléspectateurs. Et ça, c'est une réflexion qui s'engage un peu partout. Alors, on voit les évolutions de règles. Il y en a un qui fait sans qu'on le voit, mais que je voudrais relever parce qu'ils le font remarquablement bien, c'est le cyclisme et le Tour de France. Vous allez me dire, quelle est la différence entre le Tour de France maintenant et le Tour de France il y a 40 ans? Et je veux dire, elle est colossale. Parce que eux, en plus, c'est dirigé par Christian Prudhomme, qui est un homme de télévision, un journaliste qui a en plus commenté le Tour de France, donc il connaît ça par cœur. Et il connaît les ressorts de la télévision. Et donc lui, il fait ça à travers le dessin de son parcours, le dessin de ses étapes. Il va ouvrir des nouveaux cols, il va ouvrir des nouveaux chemins. Il est très conscient que des étapes très longues en semaine qui se jugent à l'arrivée au sprint peuvent être ennuyeuses. Eh ben, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et à chaque Tour de France, il essaye d'événementialiser non seulement le Tour de France, mais également les étapes. Il crée des nouveaux lieux. Par exemple, l'année prochaine, il retourne sur le Puy-de-Dôme. C'est quelque chose qui est assez inédit. Il a relancé depuis quelques années maintenant la planche des belles filles, qui est une arrivée hallucinante pour ceux qui la connaissent, avec une pente complètement délirante. Il a ouvert le col de la Lose pour ceux qui connaissent ça dans les Alpes, avec un mur. Moi, je l'ai vu. Je peux vous assurer, même à pied, on souffre. Donc, il arrive à recréer à travers son tracé, il arrive à complètement innover et continuer à rendre attractif son sport. Bon, avant de parler des JO et même des JOP, c'est-à-dire Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, on va quand même parler des marques, même si d'une certaine manière, sans en avoir parlé directement, on en parle depuis tout à l'heure, parce que c'est quand on parle d'audience, on a bien compris que, évidemment, ça intéresse les marques. Quand on parle même de la diversité des téléspectateurs, forcément, ça intéresse les marques. Mais voilà, un peu plus spécifiquement et rapidement, finalement, c'est quoi le rôle des marques autour du sport? Comment tu vois cette place autour du sport? Évidemment, quand on a parlé de valeur aussi, c'est intéressant pour les marques. Mais voilà, c'est quoi le rôle des marques? Pourquoi il y a des sponsors avant chaque étape du Tour de France et même pendant les étapes? Pourquoi avant un match, etc. Raconte-nous rapidement ça et puis après on parle des JOP. Les marques, ça fait partie de l'économie du sport. Elles sont indispensables parce que les marques, en s'associant au sport, elles créent beaucoup de valeur pour elles-mêmes et pour les sportifs. Et donc moi je les regarde avec une forme de bienveillance, parce que je sais qu'elles sont très très importantes pour les sportifs, pour les fédérations, pour les organisateurs d'événements sportifs qui, sans elles et sans leur argent ne pourraient pas organiser ça. Donc c'est pour ça que il faut les je dirais entre guillemets les comprendre et les respecter, et pas voir simplement ça comme des gens qui viennent vendre du produit. Elles sont à l'origine, je dirais, de beaucoup de sports, et certaines se sont fait connaître grâce au sport. Mondialement, les exemples des sponsors des Jeux Olympiques, les sponsors des Coupes du Monde de football, des Euros, du Tour de France, c'est des marques qui se font connaître grâce à ces événements-là. Et en contrepartie, elles investissent beaucoup d'argent auprès des organisateurs qui, sans cet argent, ne pourraient organiser leur événement sportif. Surtout au départ. Rappelez-vous qu'au départ, le montant des droits télé était quand même assez faible. Donc, les Adidas, les Coca-Cola, alors après, ils changent, il y avait TDK à l'époque, je me rappelle. Après, bon, les marques, elles changent, mais elles sont, je dirais, elles sont présentes. Alors, là où elles sont assez intéressantes, les marques, c'est que parfois, elles investissent en amont. C'est-à-dire qu'elles investissent et elles soutiennent des sportifs dès le départ, à un moment où ces sportifs n'ont pas encore la notoriété parce qu'ils sont au début de leur carrière.
Et vous avez des belles histoires qui se créent entre des marques et des sportifs, avec des sportifs qui restent fidèles à des marques parce que elles sont là depuis le départ. Donc c'est aussi des relations de fidélité qui s'expriment entre les deux, à travers lesquelles les valeurs peuvent être partagées. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les marques. Après, il y en a certains qui expriment parfois des désaccords par rapport à certaines marques, et c'est bien que ces désaccords puissent également s'exprimer, parce que fondamentalement, ce qui est important, c'est qu'il y ait des valeurs qui puissent être partagées. Et moi, je crois qu'il y a vraiment des marques qui partagent des valeurs avec des sports et avec des sportifs. Il y a des sports pour lesquels les marques sont plus présentes que d'autres. Les équipes cyclistes sont prénommées par les marques de leurs sponsors. C'est rentré dans le langage courant. Les bateaux. Quand il y a la Route du Rhum, quand il y a le Vendée Globe, on parle de, je dirais, tel ou tel bateau de manière assez naturelle. Donc ça crée des notoriétés. Il y a même des compétitions. La Jacques Vabre. La Jacques Vabre, c'est une marque de café, mais j'ai envie de dire, en matière d'action de communication, je crois qu'il n'y a plus que cet événement sportif qui est un acte, leur acte de communication. Et donc, quelque part, elles arrivent à rentrer dans le patrimoine des Français. Bon, allez, dernière question. Il faut que tu nous parles un petit peu je dis JOP encore une fois pour intégrer vraiment, je sais pas si vous le dites comme ça, mais les Jeux paralympiques de Paris 2024. D'abord, est-ce que c'est bien, enfin, c'est France Télé qui va être le diffuseur, je sais, mais est-ce que c'est vous qui avez les droits? Et puis finalement, raconte-nous en quelques minutes. On fait déjà très long parce qu'on aime beaucoup ce sujet. Mais en tout cas, raconte-nous un petit peu le dispositif, éventuellement, surtout peut-être les nouveautés par rapport à ce qu'on a pu voir sur cette compétition. Alors, les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux Paralympiques de Paris, ça va être nos événements forts dans un an et demi. On est en pleine préparation de ces Jeux, et bien évidemment, ça va être quelque chose d'unique parce qu'ils ont lieu à Paris, ils ont lieu en France, et c'est quelque chose qui arrive. Alors, on dit une fois tous les 100 ans parce que la dernière fois, ils avaient lieu, je parle de ceux d'été, en 1924. Ceux d'hiver, on peut les avoir un petit peu plus souvent. Moi, j'en ai vécu. J'en ai pas vécu, mais j'étais né en tout cas pour ceux de Grenoble. Puis il y a eu ceux d'Albertville. Mais les Jeux d'été, c'est quand même assez rare de les vivre dans son pays 2 fois dans sa vie. Donc c'est quelque chose qui est unique et pour lesquels on va développer un dispositif qui est bien évidemment exceptionnel. On est en train de préparer. Donc il y a encore 1 an et demi, je peux pas tout vous dire, tout pour tout vous dévoiler, mais déjà il y a 2 choses que je voudrais vous dire. C'est d'abord, on va faire plus que pour n'importe quel jeu sur l'avant. Généralement, un événement sportif, on en parle un peu avant, mais il démarre dans l'esprit des gens quand pour les Jeux Olympiques, quand la flamme s'allume. Les gens, ils sont contents de savoir qu'il va avoir lieu, mais ils commencent à regarder quand les compétitions démarrent. Là, sur les Jeux Olympiques de Paris, on va en faire beaucoup plus avant, pour raconter comment ils se mettent en place, comment ils se construisent, comment ils s'organisent, sachant qu'il y a énormément de choses à raconter. Alors on a commencé, il y a eu le logo, il y a eu très récemment les mascottes que vous avez vues, qu'on fait énormément parler d'elles, c'est le principe des mascottes, vous avez d'autres des événements sur lesquels on a fait beaucoup de reportages et de sujets, le parcours du marathon qui est totalement inédit, qui va être un parcours à la fois historique mais dont le tracé n'a rien à voir avec le marathon de Paris puisqu'il va aller à Versailles, il va falloir monter puis descendre. Et donc il y a plein de choses qu'on va annoncer et qu'on va faire avec eux pour raconter cette histoire. On réfléchit, on aimerait bien faire un jeu d'aventure qui reprenne les valeurs de l'olympisme. On a lancé, alors là du côté c'est nous qui avons lancé un appel à candidature, un appel d'offres auprès des producteurs pour qu'ils nous proposent des idées. On a reçu énormément de propositions. Il y a beaucoup de documentaires qui sont en tournage ou qui commencent à être diffusés pour raconter l'histoire des athlètes.
parce que les athlètes qui préparent les Jeux, ils ont commencé à les préparer il y a plusieurs années. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle Champion, qui est déjà disponible sur la plateforme France.tv, qui raconte depuis 4 ans, ça a commencé il y a 2 ans et ça se terminera dans 2 ans, comment des athlètes préparent au quotidien les Jeux Olympiques. On peut le voir sur la plateforme France.tv. On a une pastille qui s'appelle Destination 2024. J'appelle ça pastille parce que ça dure 90 secondes. On a déjà une centaine de numéros qui ont été diffusés. Donc, il y a 100 sportifs ou sportives olympiques ou paralympiques qui se sont présentés et qui ont raconté comment ils s'entraînent pour les Jeux. Il y a plein de surprises qu'on prépare pour l'avant, sachant que dans l'avant, il y aura aussi, parce que plus on s'approche de l'événement, plus j'ai envie de dire ça va monter. Il y aura toute l'histoire de la flamme olympique. Vous savez que 3 mois avant, elle est allumée à Olympie, puis après elle va arriver en France, et puis il y aura le parcours de la flamme qu'on va suivre, qu'on va médiatiser et qui va permettre aussi de pouvoir faire monter la sauce. Puis après il y aura le pendant les Jeux. Et pendant les Jeux, on va plus couvrir nos antennes. Alors, on est en train d'affiner les dispositifs de diffusion. On a acheté les droits pour diffuser les Jeux Olympiques sur 3 chaînes en même temps. 2 chaînes linéaires, donc France 2 et France 3, et une chaîne disponible sur la plateforme France.tv. L'idée, ça va être d'en diffuser le plus possible pour que les Français puissent, entre guillemets, les vivre le mieux possible. Parce que on sait très bien que parfois il y a des Français qui sont en train de se battre pour gagner une médaille au fleuret, puis en même temps il y a l'équipe de France de basket qui joue un match. Il y a des Français pour voir les deux, donc probablement on mettra l'escrime sur France 2 et le basket sur France 3 ou vice versa. Chose qu'on faisait pas avant, parce qu'avant on faisait soit l'un soit l'autre. Donc on va avoir un dispositif qui est amplifié. Donc une couverture extrêmement large des épreuves, extrêmement prestigieuse, avec plusieurs plateaux qui seront sur les événements, au plus près des athlètes, au Club France, pour pouvoir vraiment faire vivre cet événement de l'intérieur. Sur les Jeux paralympiques, qui sont là un événement qui est en train de monter en puissance, là je peux le dire parce que c'est public, on s'est engagé à les diffuser 24 heures sur 24. Là en utilisant la 2 ou la 3, mais pendant 24 heures sur 24, pendant 12 jours, ils durent un petit peu moins longtemps que les Jeux Olympiques, on diffusera les Jeux paralympiques. C'est une couverture totalement inédite qui n'a jamais existé, en tout cas à la télévision française, avec la nuit de la rediffusion des meilleurs moments, des meilleures épreuves, mais aussi avec beaucoup de magazines. Pourquoi on donne cette telle exposition aux Jeux paralympiques? C'est pour une raison simple, c'est que nous on croit beaucoup aux Jeux paralympiques. Simplement, il faut qu'à un moment donné, ils puissent profiter du fait que d'avoir les Jeux en France donne la plus grande vitrine, la plus grande exposition possible pour que à la fois les disciplines et les sportifs paralympiques puissent encore mieux se faire connaître. Aujourd'hui, c'est des athlètes qui font des performances sportives exceptionnelles. On les voit souvent, d'ailleurs, avec ce côté de compassion, d'ailleurs. Et ils veulent plus ça, et nous, on veut plus montrer ça. On veut montrer que c'est des athlètes hors normes, qui sont peut-être plus méritants que les valides, et qui sont capables de faire des exploits extraordinaires. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont pas encore assez connus. On en connaît certains, mais ils sont pas encore assez connus. Et là, ils ont une fenêtre d'opportunité pour se faire connaître. Et donc, nous, on est là pour ouvrir notre vitrine en grand. Donc, c'est pour ça que on va avoir ce dispositif qui est absolument exceptionnel et qui, j'espère, va leur permettre de pouvoir continuer à eux-mêmes se faire connaître et à leur discipline de prospérer. Bon, eh bien, on va conclure. Merci beaucoup, Laurent-Éric. Moi, ce que j'ai envie de retenir là, c'est la présence du sport féminin qui quand même monte et notamment grâce à France Télé. Ce côté justement service public, cette notion, je le redis, de ce que tu as dit, toucher tous les publics et chacun des Français. J'aime beaucoup cette expression.
on a parlé d'émotions et de ce que ça génère, le sport, les souvenirs grâce aux émotions. Finalement, j'ai envie de dire que le sport, c'est pas un flux comme les autres. Et on en a parlé quand on a parlé des droits et finalement de l'éthique des grandes chaînes, on va dire, par rapport à ça, et qui pensent le aujourd'hui tout de suite, mais aussi demain pour les fédérations. On a compris que la télévision permet à des disciplines de naître, des compétitions de naître, et puis parfois elles disparaissent aussi, parce que finalement ce partenariat qui existe entre la télé et les compétitions et les sports, elle se justifie par le fait que quand ça marche pas, il y a peut-être une raison, il faut peut-être se remettre en cause. Donc j'aime bien tout ça, et puis sur les JO, on a hâte, très hâte de les regarder sur les chaînes de France Télé. Je retiens le côté multicanal qui va être mis en place pour les Jeux Olympiques et la diffusion inédite des Jeux Paralympiques 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Laurent-Éric, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.